Bonsoir et merci de nous être fidèles chaque soir. Voici les grands titres qui seront développés dans cette édition. C'est un phénomène de société qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années en raison notamment de l'émergence des réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire touche des enfants de tous âges, mais plus particulièrement les adolescents. Récemment, ce sont les enfants nés en 2010 qui ont été la cible de violences physiques et morales. Nicolas Rodier, conseiller technique à la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sera notre invité pour nous présenter comment s'organise la lutte contre le harcèlement scolaire dans les établissements monégasques. La DENJS qui ne manque pas d'idées lorsqu'il s'agit d'informer et sensibiliser les jeunes. Un escape game a ainsi été mis en place pour éveiller les élèves au développement durable. Reportage à suivre dans quelques instants. C'est le grand soir pour la Fondation Prince Pierre de Monaco qui remet ses traditionnels prix annuels. Avant la révélation du palmarès, les auteurs en lice pour la Bourse de la Découverte ont pu rencontrer leurs lecteurs et échanger avec eux. Un grand maître de la musique baroque, le chef d'orchestre néerlandais Ton Koopman, dirigeait ce week-end l'OPMC pour offrir une plongée dans l'âge d'or du baroque. Nous y reviendrons avec José Sacré. Nous nous rendrons au siège de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, où sont exposées des œuvres d'art prêtées par la Croix-Rouge monégasque. Le prince Albert II était sur place lundi, ainsi qu'une équipe de Monaco Info. Ce sera le Focus Info de ce journal. Je vous le disais en titre, le harcèlement scolaire est devenu un véritable fléau dans les cours d'école. Cela a toujours existé, mais l'arrivée des réseaux sociaux a contribué à exacerber ce phénomène. Récemment, ce sont les enfants nés en 2010 qui en ont été victimes. Pour comprendre comment s'organise la riposte au harcèlement, nous sommes avec le conseiller technique en charge de cette thématique à la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonsoir Nicolas Rodier. Bonsoir Madame Devereux. Je suppose que la principauté n'est pas épargnée par ce phénomène de harcèlement scolaire. Quelles sont les données dont nous disposons à ce jour sur des cas de harcèlement ? Alors effectivement, vous avez raison, le phénomène existe aussi en principauté. D'après nos études, on fait les chiffrages depuis à peu près 2015-2016. Nous avons à peu près entre 5 et 9 cas avérés de harcèlement à l'école par an, ce qui est déjà trop. Le harcèlement scolaire concerne toutes les tranches d'âge scolaire, du plus petit au plus grand ? Le harcèlement à l'école peut concerner beaucoup d'élèves, mais c'est essentiellement à l'adolescence, en l'occurrence beaucoup le collège et un petit peu le lycée, mais c'est vraiment au collège où nous avons vraiment ce phénomène qui se met en place quand nous le constatons. Qu'est-ce qui caractérise le harcèlement ? Cela peut être aussi bien moral que physique, hein ? Le harcèlement, effectivement, peut être moral et physique, mais surtout, ce qui est important, c'est les critères. D'abord, rappeler que c'est une violence, que ce n'est pas admissible. Deuxièmement, qu'elle se traduit par un rapport de domination. Ensuite, qu'elle est répétée. Et donc, ça veut dire des violences qui reviennent régulièrement par quelque biais que ce soit. Donc c'est important, c'est toute cette dimension-là qui fait le harcèlement et qui en fait effectivement un fléau puisque ça a des impacts assez forts chez les élèves qui peuvent aller de la déscolarisation, la perte d'estime de soi. Donc il faut absolument se battre contre ce phénomène. Nicolas Rodier, on évoque aujourd'hui dans l'actualité le harcèlement dont sont victimes les petits élèves de 6e, les 2010 comme on les surnomme. Pourquoi cristallise-t-il autant de haine ? On ne le sait pas trop. C'est ce mouvement anti-2010 qu'on a constaté en début d'année. Alors, je veux rassurer aussi vos téléspectateurs, à Monaco, ce phénomène ne s'est pas rencontré. Nous avons été vigilants et on a sensibilisé dès le départ les chefs d'établissement et les équipes éducatives sur ce phénomène des anti-2010 qui était, je le rappelle, une espèce de mode stupide qui consistait à embêter les élèves de 6e, soit par les réseaux sociaux, soit directement en classe. La France a été confrontée à ce phénomène. Nous, pour le moment, à Monaco, nous sommes heureusement épargnés, mais en tout cas, il y a une vigilance de tous les instants. Mais à part la stupidité, je ne peux pas vous dire quelle en est l'origine. Concrètement, qu'est-il mis en œuvre à Monaco pour faire face à ce phénomène ? Alors, c'est tout d'abord de l'information et de la sensibilisation, peut-être ?
Si on devait résumer prévenir, former, traiter, alors sur prévenir, former, si vous voulez l'information, il y a déjà ce qui me semble important de dire, c'est déjà qu'il y a un gros encadrement, un taux d'encadrement très fort des élèves à Monaco. Il y a des psychologues scolaires, des assistantes sociales, des infirmiers scolaires, des surveillants et des conseillers d'éducation important, un nombre important qui nous permet quand même de gérer les situations. Ça, c'est un moyen qui n'est pas négligeable, qu'il faut toujours redire. Ensuite, il y a des sensibilisations, effectivement, notamment à travers l'important partenariat qu'on a depuis plusieurs années avec l'association Action Innocence Monaco, où on propose du CE2 jusqu'à la 3e, des sensibilisations, notamment sur le cyberharcèlement. Et puis, on a aussi un partenariat avec le parquet général, avec une intervention du substitut du procureur en 5e et en seconde sur le rappel à la loi pour rappeler aux élèves qu'il y a un certain nombre de faits qui tombent sous le coup de la loi et donc qui doivent en être informés. Et puis, on a un grand événement qui a lieu en général après les vacances de la Toussaint qui s'appelle la journée non au harcèlement. Et c'est le moment dans les établissements pour tout simplement sensibiliser les élèves à cette question, essayer d'apprendre entre les élèves une certaine empathie et un certain respect des autres pour justement lutter contre le harcèlement. Vous évoquiez le cyberharcèlement. Les réseaux sociaux sont un véritable fléau en matière de harcèlement scolaire. C'est un vecteur ? Soyons clairs, la principale manifestation du harcèlement à l'école à Monaco passe par le cyberharcèlement. Donc oui, c'est un fléau. Et effectivement, le problème du harcèlement à cause des réseaux sociaux, c'est qu'avant, à une époque que j'ai connue personnellement où ça n'existait pas, le harcèlement pouvait ne pas rebondir dans la sphère privée. Mais aujourd'hui, un élève harcelé peut être harcelé à l'école, peut être harcelé chez lui par les réseaux sociaux. Ça ne s'arrête jamais. Donc c'est vraiment un fléau contre lequel on se bat. Donc certes, avec Action Innocence, on va aussi travailler avec les élèves en lien avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique sur la question de gérer sa communication par Internet. Comment je dois faire confiance à tel site? Qu'est-ce que ma e-réputation? Comment je maîtrise mon image sur les réseaux sociaux? Donc tout ça, c'est un travail de fond qui va être proposé dès le collège, dès cette année, notamment dans le cadre du collège numérique. Et c'est un travail de tous les instants. Si aujourd'hui un enfant est victime de harcèlement, que doit-il faire? Ses parents, que doivent-ils faire eux aussi parce qu'ils jouent un rôle majeur? Les élèves, en parler à un adulte de confiance déjà, que ce soit dans la famille, dans l'établissement, quel que soit l'adulte de l'établissement. Les parents, immédiatement prévenir l'établissement et le chef d'établissement étant le meilleur canal pour ce faire. Peu importe que ce ne soit pas du harcèlement in fine ou pas, quelle que soit la violence, on a un protocole et donc il y a une enquête qui est mise en place, on écoute la victime, on accueille sa parole, ensuite on voit les témoins, les auteurs éventuels et ensuite il y a des choses qui se mettent en place, prise en charge pour l'élève victime, sanctions éventuelles pour les élèves auteurs et puis travail éducatif aussi avec ces élèves. Donc ça, c'est mis en place aujourd'hui. Bien sûr, on peut toujours être perfectif, toujours s'améliorer, mais ce qui doit être dit aux gens, c'est libérer la parole. Dites quand vous êtes soit victime, soit témoin du harcèlement, manifestez-vous et ce sera pris en charge. Nicolas Rodier, merci pour cet éclairage autour du harcèlement scolaire. Merci à vous. Informer, sensibiliser dans tous les domaines, c'est le maître mot à la DENJS et c'est le cas aussi pour l'éveil au développement durable. Un escape game a été créé en ce sens, le reportage de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Ils ont une mission bien précise et primordiale. Ces élèves disposent d'1 heure pour sauver l'avenir de la planète. Pour cela, ils ont dû mettre en commun leurs compétences dans cet escape game autour des changements climatiques. Ces collégiens ont pu d'ailleurs échanger avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et parler des énigmes auxquelles ils étaient confrontés. Les élèves ont reçu un message des élèves du futur, les appelant à l'aide. Et tout cet escape game consiste pour les élèves du présent à trouver la solution pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ainsi sauver le futur. Pédagogique, numérique, mais pas seulement, les adjectifs ne manquent pas pour décrire cet escape game innovant. Il est destiné aux élèves de 4e mais aussi de 3e pour revoir plusieurs notions. Il est en tout cas mis à la disposition des professeurs qui peuvent réserver pour leurs élèves auprès de la DENJS. Ce sont les enseignants eux-mêmes, ceux qui sont ici, qui il y a plus d'1 an et demi avaient décidé de proposer un escape game, de le concevoir, de le fabriquer, de l'imaginer, pour qu'il soit justement avec l'idée que les élèves pourraient aborder les thématiques du changement climatique de manière ludique et sérieuse. Objectif 0 carbone, un escape game qui a donc vu le jour à Monaco. Monaco qui, sous l'impulsion du souverain, multiplie les actions en faveur de la protection de la planète.
apprendre en s'amusant. Les autres grands titres de l'actualité vont nous être développés par Vanessa Dessy. Et tout d'abord, la campagne Octobre Rose destinée à inciter au dépistage du cancer du sein. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Un riche programme d'ateliers organisé dans le cadre d'Octobre Rose est proposé par le centre hospitalier Princesse Grace. Gratuit et ouvert à tous, ils ont vocation à présenter les diverses techniques de dépistage ainsi que les traitements qui permettent de lutter contre le cancer. L'objectif étant de sensibiliser le plus grand nombre à l'importance du dépistage précoce. La section jardin de la direction de l'aménagement urbain organise la première édition de l'opération Week-end Nature dans les jardins de la Principauté. Et l'événement aura lieu ce week-end. Des animations gratuites seront proposées par les jardiniers de l'Ado. Des visites, ateliers, jeux et immersions au sein des univers de chaque jardin seront accessibles à tous sans réservation. Les participants recevront un passeport à la fin de chaque animation et une surprise sera réservée aux plus jeunes au terme du parcours effectué. Robert Gély, secrétaire d'État à la Justice, a participé à la conférence des ministres de la Justice du Conseil de l'Europe, Vanessa. Une conférence qui s'est tenue à Budapest dans le cadre de la présidence hongroise du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette conférence avait pour thématique technologie numérique et intelligence artificielle, nouveaux défis pour la justice en Europe. Les discussions se sont tournées autour de réalisations liées à la numérisation de la justice qui sont apparues ces dernières années. L'objectif étant de déterminer comment l'utilisation des outils électroniques et de l'intelligence artificielle dans les procédures judiciaires pouvait se déployer dans le respect des droits fondamentaux. Nous l'évoquions hier avec Jean-Charles Curot, secrétaire général de la Fondation Prince-Pierre. C'est ce soir que sera dévoilé le palmarès 2021 de la Fondation. Et hier, les 5 auteurs en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte ont pu rencontrer des lecteurs et échanger avec eux. Alexandra Pagnier et Serge Prémont étaient sur place. Depuis 20 ans, le prix de la Bourse de la Découverte récompense un auteur francophone pour la publication de son premier ouvrage de fiction. Cette année, ils sont au nombre de 5. Madeleine Assas pour Le Dorman, Abigail Assor pour Aussi riche que le roi, Ludmilla Charles pour La belle saison, Emilienne Malfato pour Que sur toi se lamente le tigre et Dimitri Rouchon-Bory pour Le démon de la colline aux loups. Des auteurs aux horizons distincts mais qui ont comme caractéristique commune des personnages forts et touchants par leur histoire, leur passé ou leur devenir, ancrés dans des lieux qui occupent eux-mêmes une place importante dans la narration. Un marathon de lecture a été lancé en juin dernier. Cette soirée était l'occasion pour le public de rencontrer les auteurs, de leur poser de nombreuses questions. Nous avons questionné le seul homme de la sélection, Dimitri Rouchon-Bory. Il est à l'origine journaliste spécialisé dans les chroniques judiciaires. C'est des vrais moments où ça a du sens d'avoir écrit un livre, c'est quand on se rend compte qu'on a été lu, et surtout quand c'est un premier roman, moi c'est mon cas, c'est un premier roman, donc quand on découvre qu'on a été lu, et surtout à l'autre bout du monde ou pas loin, ça fait un effet vraiment, c'est très fort à chaque fois de vous rencontrer, et puis nous on met du temps parfois à conscientiser ce qu'on a fait dans les processus d'écriture, et donc c'est toujours intéressant de découvrir aussi de quelle manière les lecteurs, eux, ont reçu le livre, comment ils l'ont compris, ce qu'ils en gardent. Et c'est le plus encourageant pour continuer à écrire, c'est souvent ces moments-là. C'était assez cathartique. Et au bout de quelques jours, je me suis retrouvée avec ce texte et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Souvent, ça fait un peu peur parce que quand on a des gens qui sont touchés par un livre, on a du mal à se projeter sur un autre. On finit par être impressionné par le premier. Donc, mais c'est surtout c'est très important. C'est des gens qui donnent de leur temps, qui sont là, qui viennent partager un moment. Donc, c'est surtout ça que je retiens. Et pour la suite, on verra. Dimitri sera-t-il le lauréat 2021 de la Bourse de la Découverte, une récompense qui permet de remporter la somme de 12 000 €, un certain coup de pouce pour l'écriture, pourquoi pas, d'un deuxième roman. Eh bien, réponse demain à 19h pour connaître le nom du lauréat de la Bourse de la Découverte et plus généralement l'ensemble des lauréats 2021 de la Fondation Prince-Pierre.
C'est l'un des grands maîtres de la musique baroque. Le chef d'orchestre néerlandais Ton Koopman a été invité à diriger l'OPMC dans un programme intitulé « L'âge d'or du baroque » avec en soliste des musiciens de la phalange monégasque. Le récit de José Sacré avec Clélia Renaud et Sylvain Péroumal. Sybille Duchesne, violon, Delphine Perronne, violoncelle, Arthur Menrad, basson, Mathieu Petitjean, hautbois, 4 solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, accompagnés par leur orchestre, sous la direction de Ton Koopman. C'était le 10 octobre à la Salle Garnier, un concert sur le thème de l'âge d'or du baroque, avec au programme des œuvres de Gluck, Mozart et la symphonie concertante en si bémol majeur de Haydn. On a besoin de 4 très bons solistes. Le violon et le violoncelle sont les parties supérieures, très très difficiles. Et je dois dire, chapeau, les musiciens de l'orchestre sont de très bons musiciens. Parce que j'ai fait ça plusieurs fois et c'est peut-être un des meilleurs fois que j'ai fait ici. Si je travaille avec un orchestre baroque, moi j'ai fait mon orchestre. Je veux dire, c'est meilleur de travailler avec ses musiciens et ses amis, oui. Mais avec les très bons orchestres symphoniques, c'est un grand plaisir de travailler et de voir dans quelques jours où on arrive. Et moi, je dois dire, on est arrivé très très loin. Une jolie conclusion de Ton Koopman qui, avant d'être un grand chef d'orchestre, est aussi un claveciniste et joueur d'orgue hors pair. Vanessa Dessy est de retour. Nous restons dans le domaine culturel. Laura Tchuel-Becker, qui soutient les actions de la Fondation Prince Albert II, dont elle partage l'engagement en faveur de la préservation des espèces menacées, expose de nouveau. L'artiste de Monaco collabore avec ses tableaux aux actions de la Fondation Prince Albert II. Ses œuvres présentent avec beaucoup d'intensité et de couleurs des coraux, poumons de l'océan, mais aussi des chevaux, hippopotames et grands félins. L'idée est de mettre en lumière le lien entre la vie terrestre et marine, une exposition à découvrir dans le hall d'entrée du CFM. L'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, a lancé son programme 2021 avec un spectacle au Théâtre des Variétés. Le voisin de Picasso est un étonnant récit d'Antoine, gardien de musée, qui raconte l'histoire du peintre académique Alexis-Joseph Mazerolle. Antoine réhabilite cet artiste surdoué en convoquant les personnalités marquantes de sa carrière dans la salle Mazerolle, voisine de celle de Picasso. Ce spectacle était à découvrir ce lundi. Et enfin, à vos agendas pour du sport en direct sur Monaco Info tout au long de la semaine. Tout d'abord, ce mercredi, dès 20h45, l'AS Monaco Basket jouera sur le parquet du Real Madrid. Les hommes de Mitrovic poursuivent leur campagne européenne avec l'ambition de rester invaincus. Cette rencontre dans le cadre du championnat Euroleague est à découvrir en direct sur notre antenne. Ce vendredi, c'est un rendez-vous tennis que nous vous proposons également de 10h à midi et de 14h à 16h avec le tournoi Tennis Europe Junior Masters de Monte-Carlo, retransmis en direct également. 17 nations européennes seront représentées. Et enfin, retour avec du basket vendredi à 19h, l'AS Monaco qui recevra Barcelone en principauté pour un match d'Euroleague à suivre en direct également sur Monaco Info. C'est noté Vanessa, et avant de vous retrouver pour les prévisions météo, nous allons nous rendre en Suisse, à Genève, où s'est noué un partenariat entre la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge monégasque. Christinda Thomel et Lionel Bernardi ont suivi durant plusieurs mois la mise en place de ce projet qui a renforcé un peu plus les liens entre les deux entités. Ce partenariat au long cours repose sur un prêt artistique, Christinda. Oui, la Croix-Rouge monégasque a confié une vingtaine de ses œuvres à l'entité genevoise dans le cadre d'une future exposition visant à mettre en valeur les liens qui unissent la principauté de Monaco à la Suisse depuis de nombreuses années. Exposée au sein du musée automobile à Monaco et offerte à l'occasion des galas de la Croix-Rouge, 23 œuvres d'artistes de renommée internationale en direction Genève pour un projet artistique d'envergure. Mis en place en pleine pandémie, ce projet avait pris effet en décembre 2019 lors du déplacement du prince Albert II à Genève et symbolise la belle histoire d'amitié qui lie Monaco à la Suisse.
Ce sont des liens qui ont déjà commencé, on va dire, en 1948, quand la Croix-Rouge monégasque a incorporé le mouvement international. Et donc, on est ravis de pouvoir participer à un peu une œuvre, on va dire, artistique et tout un process, on va dire, d'une exposition de peintres. Il est vrai que malgré les très bonnes volontés, l'année 2020 n'a pas permis de mettre en place l'ensemble de ces œuvres, mais grâce à la volonté de toutes les personnes, et notamment des personnes aussi de la Fédération internationale, nous avons pu finalement arriver à livrer ces œuvres d'art pour permettre peut-être bientôt de pouvoir accueillir des personnes pour une exposition. Un projet qui aura nécessité de la constance et du savoir-faire dans la réalisation certes, mais également dans le transport des œuvres, leur valeur étant inestimable. Les œuvres les plus fragiles sont en caisse, on a fabriqué des caisses sur mesure et les œuvres un peu moins sensibles sont protégées par des emballages qu'on appelle soft packing avec bullcraft, carton et les corniches en mousse. Des œuvres d'art qui sont donc à présent exposées au cœur des locaux de la Fédération genevoise, avec des dizaines de millions de volontaires dans 190 sociétés nationales. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est la plus grande organisation humanitaire au monde. The objective is that we're getting this opportunity to take this wonderful art that Monaco Red Cross is donating to us, and we're going to be able to show it all around our beautiful building. And that means that people from all over the world, when they come to visit here and are on guided tours, they're going to get to see this art. And the art's really important because it symbolises our fundamental principles, which are universal wherever in the world you're coming from. So it's a wonderful opportunity for us, and we're so appreciative. Thank you. Il aura fallu 2 journées pour installer les 23 œuvres, et si la principauté a confié 21 d'entre elles à la Fédération internationale suisse, la mission permanente de Monaco à Genève a elle aussi été mise en lumière, puisque 2 œuvres ont été installées au sein de ces locaux. Il aura fallu quelques mois pour que les œuvres trouvent leur place définitive au sein de la Fédération genevoise qui, fermée pour cause de pandémie, vient de rouvrir ses portes à ses employés seulement, qui ont pu découvrir à leur retour ce nouveau décor. Une exposition pour l'instant fermée au public, vous l'aurez compris, mais qui a été inaugurée ce lundi par le prince souverain en présence des membres de la Croix-Rouge monégasque, de ceux de la Fédération ainsi que de son président, les liens entre les 2 entités étant très fort depuis de nombreuses années. La fédération, c'est notre guide, c'est le guide de l'ensemble des sociétés nationales, 192 à travers le monde. Monaco, c'est une parmi 192. Donc c'est elle qui édicte les lois, qui révise nos statuts, qui nous aide à progresser. Et c'est elle aussi qui lance la solidarité internationale. Vous voyez souvent dans la presse, à Monaco, la Croix-Rouge qui relaye des appels pour le tremblement de terre à Haïti, pour la situation en Afghanistan, ça c'est ce qui vient de sortir, mais vous nous voyez toujours répondre à ces appels. Vous l'aurez compris, la mission de la Fédération est d'améliorer la situation des personnes les plus vulnérables et de coordonner l'aide internationale d'urgence en faveur des personnes touchées par les catastrophes naturelles. La Fédération intervient aussi lors des crises sanitaires, son rôle est donc essentiel et en confiant sa collection d'œuvres d'art, la Croix-Rouge monégasque poursuit son engagement en faveur de la Fédération, mais tisse aussi un lien symbolique fort. De les voir ici, dans ce lieu, dans ce très beau siège, c'est une grande joie. Et voilà, et un rappel aussi que notre petite société de Croix-Rouge nationale essaie de contribuer de différentes façons au travail extraordinaire que font toutes les sociétés de Croix-Rouge à travers le monde, mais que fait le siège aussi pour coordonner toutes les missions auxquelles elle a à faire face. C'est aussi le rappel que le berceau de la Croix-Rouge et cet hommage aussi permanent que nous faisons à Henri Dunant et à tous ceux qui ont contribué avec lui à faire de ce mouvement de la Croix-Rouge internationale un mouvement qui parle et qui, à travers les périodes et à travers les décennies, continue sa noble et grande mission d'aide humanitaire et d'aide aussi pour répondre aux besoins
personnes qui souffrent, soit de catastrophes naturelles, soit d'autres fléaux, comme cette pandémie qui dure toujours, malheureusement, mais auquel nous devons tous faire face. Et voilà, c'est de répondre à tous ces différents dangers, tous ces différents appels, que nous sommes heureux de contribuer aussi de cette façon à renforcer, si besoin était, encore plus nos liens avec la Croix-Rouge internationale. They are an important member of our federation. We had a very long history in many places of the world of cooperation, of giving answers to the needs of the people. We are very grateful to the Red Cross of Monaco. But we are working around the clock in this period with COVID, of course. Then there are a lot of crises that still are affecting millions of people: Syria, Afghanistan, Lake Chad, and Sub-Sahara region. Afghanistan more recently, plus the consequences of the climate change, which are affecting millions of millions in the Caribbean, in the Pacific Islands. So there are a variety of activities of the International Federation of National Societies in trying to alleviate the human suffering. Et si la Fédération pense accueillir de nouveau le public d'ici quelques mois et lui dévoiler cette nouvelle exposition, quelques privilégiés du monde diplomatique de passage à Genève ont déjà eu la chance de découvrir ces œuvres prêtées par la Croix-Rouge monégasque, des œuvres qui ont été confiées à ce jour pour une durée de 5 ans. Les prévisions météo pour ce mercredi à présent, que nous réserve ce milieu de semaine, Vanessa? Peu de changements à prévoir, Patricia. Le ciel restera dégagé, même si quelques passages nuageux pourraient venir cacher le soleil par moments. Des rafales pouvant atteindre 20 km/h traverseront la région. Les températures oscilleront de 12 à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h40 et se couchera à 18h53. Et nous fêterons les Gémeaux. Merci. Et pour nous quitter, nous vous emmenons en balade dans le quartier du Jardin Exotique. Le photographe Manuel Vitali s'est amusé à mettre en perspective des détails architecturaux qui mettent en lumière la cohabitation dans ce secteur de bâtiments anciens, modernes et même exotiques. Très belle soirée à vous. Nous nous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info.